Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. Sur la scène internationale, on a vu un déchirement un peu partout à la suite de cette décision, ce souhait de la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrestation contre, entre autres, Benjamin Netanyahou, un de ses ministres, et certains dirigeants du Hamas. Donc, c'est le procureur de la Cour pénale internationale qui a émis ce souhait-là. Des réactions un peu partout à travers le monde. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu! Bonjour! Alors, c'est pour crime de guerre, crime contre l'humanité, mais on s'entre-déchire en Europe là-dessus. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. La première chose qui est remise en question, c'est l'idée de lancer une procédure visant tout à la fois les leaders d'une organisation terroriste et islamiste, et dont l'objectif est quand même d'éradiquer Israël. Il ne faut juste pas l'oublier. Quand on parle du Hamas, on ne parle pas du parti de la résistance palestinienne. On parle d'un mouvement, d'un parti, d'un État-parti qui vise à, je dirais, parachever l'Holocauste en quelque sorte, pour délivrer dans son esprit le monde d'une présence d'une souveraineté juive. Deuxième élément, traiter ces gens-là dans la même catégorie que Benjamin Netanyahou, qui, aussi critiquable soit-il, et critiquable il l'est assurément, n'est pas de même nature que les leaders de ce mouvement totalitaire que le Hamas, il y a déjà quelque chose là-dedans qui témoigne d'un dérèglement, selon plusieurs, de l'esprit de la Cour pénale internationale. Premier élément. Certains ajoutent, si Netanyahou doit être jugé, s'il doit être jugé, et c'est pas certain, il le sera dans son pays. Parce que la CPI, théoriquement, prétend intervenir là où quelqu'un qui se rendrait coupable de tel crime ne peut, où la justice de son pays ne peut pas intervenir. Donc elle prétend se substituer à un ordre juridique qui serait défaillant ou inexistant. Si on connaît un peu la politique israélienne, on n'est pas obligé, mais dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'en parler non plus. Mais si on connaît un peu la politique israélienne, on sait que c'est un des pays les plus judiciarisés des pays, des démocraties occidentales. Au point d'ailleurs où, avant le 7 octobre, il y a eu des conflits très vifs en Israël autour du rôle des tribunaux, du système judiciaire dans le système politique du pays. Donc, il faut juste garder ça à l'esprit. Donc, et moi, ce que je note, c'est qu'en Europe, il y a différentes réactions. Il y a ceux qui disent, par exemple, les Américains. Si on commence avec les Américains, c'est pas en Europe, ils disent c'est tout simplement condamnable, d'autant que les Américains ne reconnaissent pas la légitimité de cette cour. Les Américains disent cette cour est illégitime. Les Israéliens qui avaient accepté qui avaient signé pour la légitimité de la cour, mais qui ensuite n'ont pas fait la deuxième étape parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur les modalités, évidemment, crient au scandale. En Allemagne, on dit, on exprime un vrai malaise. En France, et là je vois ça dans les débats, la droite globalement dit c'est absolument scandaleux, le centre est très hésitant, puis la gauche dit hurrah. Ce matin, le leader du parti Les Républicains, donc qui est le parti de la droite classique en France, disait c'est tellement scandaleux comme jugement que la France doit se retirer de la Cour pénale internationale. Cette organisation, cette instance est illégitime. Et là, on touche, je crois, la vraie question avec cela. C'est que la Cour pénale internationale se revendique d'une légitimité qu'elle usurpe, à mon avis, à bien des égards. Le point de départ d'une forme de cour pénale internationale, c'est une cour d'exception qui s'appelle le tribunal de Nuremberg. Le tribunal de Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale, pour juger le régime nazi. Et c'est un tribunal d'exception. Pourquoi? Parce qu'on est à ce point bouleversé, renversé par les horreurs du régime nazi, qu'on constate qu'aucun cadre juridique déjà existant ne peut traiter les crimes du régime nazi, des crimes abominables, diaboliques, Donc, on crée un ordre d'exception, qui est le tribunal de Nuremberg. Ensuite,
on pourrait dire que le propre de l'exception, c'est de se dissoudre une fois les événements terminés. Et qu'est-ce qui se passe? Mais la Cour pénale internationale, elle, arrive, mais 50 ans plus tard à peu près, au début des années 2000, si je ne me trompe pas, 2002, si je ne me trompe pas. Et là, elle s'inscrit dans une toute autre logique. Elle s'inscrit dans la logique post-guerre froide, au moment où émerge vraiment partout en Occident le projet mondialiste. Le mot mondialiste a mauvaise réputation parce que pendant la COVID, les conspirationnistes les plus ouin-ouin l'utilisaient à tout bout de champ, mais le mot mondialiste, si on le détache du contexte covidien, veut dire quelque chose. C'est-à-dire ceux pour qui les souverainetés nationales sont périmées, les États souverains sont périmés, et il faut construire un ordre global, international, juridique en tant que tel. Et d'ailleurs, pour ces gens-là, par exemple, le mot international est toujours porteur d'une légitimité supplémentaire. On dit le droit international, ben c'est comme si on disait en même temps le droit divin. C'est un droit supérieur. Les organisations internationales, la communauté internationale, bon. Et cette Cour pénale internationale s'inscrit dans cette logique d'un ordre post-national, mondialisé, censé transcender les nations, censé transcender les peuples, censé transcender les organisations étatiques. Or, ce projet est un projet qui a pour fonction d'aboutir dans un siècle, dans une décennie, 2 décennies, un siècle, dans une forme d'État mondial, qui ne dirait pas son nom, mais qui est une gouvernance globale, dont la Cour pénale internationale serait la Cour suprême pour traiter des crimes les plus atroces. Nous ne sommes pas obligés, puis c'est ce qu'on voit depuis avant-hier, obligés de participer à ce projet. Nous ne sommes pas obligés de souscrire à cette entreprise. Et ce qu'on voit avec la décision annoncée de la Cour pénale internationale, c'est que c'est une institution beaucoup moins légitime, ou du moins beaucoup plus problématique qu'on ne le croit. Puis de ce point de vue, en Europe, en Amérique, un peu partout, peut-être est-ce que cette espèce d'activisme des procureurs de la CPI, qui eux veulent s'emparer du conflit de Gaza et d'Israël pour étendre leur pouvoir, peut-être ça va se retourner contre eux, et bien des États souverains vont dire « Désolé, ce n'est pas à vous substituer à nos tribunaux nationaux pour juger des questions qui sont les nôtres. » Donc, à travers cette scène cet événement très particulier, c'est tout l'ordre post-national, post-guerre froide aussi, qui s'est mis en place peu à peu, qui est aujourd'hui critiqué par des gens qui jusqu'alors critiquaient les excès de cet ordre, et là peut-être ils en critiquent aujourd'hui les fondements. De retour chez nous, Mathieu, visiblement, le mouvement Desjardins n'a pas passé un très, très beau week-end la fête des Patriotes. Et là, on tarde encore à venir en entrevue. On se cache derrière un communiqué laconique. Qu'est-ce que ça démontre? Est-ce que c'est une méconnaissance de l'histoire, une ignorance? Et tout ce qu'il ne faut pas faire dans un cours 101 de gestion de crise, selon toi? Tu résumes la chose parfaitement. Je pense que si on devait, dans un cours de gestion de crise, montrer ce que veut dire l'incompétence absolue dans la gestion d'une crise, il faut prendre le cas de Desjardins. On en parlait hier. J'ai d'ailleurs reçu Robert Laplanche, le directeur de l'Action nationale, qui a fait une intervention très forte, très sentie, je trouve, sur cette question. Et là, ça nous oblige à voir par ailleurs comment la mémoire des patriotes a été altérée progressivement depuis, je te dirais, une vingtaine d'années. Parce que les patriotes, il est évident, quand leur mémoire ressurgit avec Jacques Ferron, elle n'avait pas disparu. On pourrait dire que Groulx lui-même les avait fait ressurgir, parce pendant un temps, on les avait un peu oubliés, parce que vae victis, malheur au vaincu, quand on perd, on a mauvaise réputation. Mais ils reviennent nous parler début 20e, et ainsi de suite, des années 60. Et les patriotes, c'est un combat pour l'indépendance. C'est pas compliqué. C'est-à-dire, on nous dit, oui, mais il y avait des patriotes dans le Haut-Canada. C'est vrai. Il y avait le Bas-Canada, le Haut-Canada, et le Bas-Canada, ça avait pour vocation de créer une république à majorité française au Bas-Canada. C'est un mouvement indépendantiste francophone, les patriotes. Mais là, on a tout fait pour effacer cette signification. On a voulu dissoudre la signification du combat des patriotes. On a voulu le réduire, par exemple, en disant c'est un combat seulement pour la démocratie et le gouvernement responsable. Donc, puisqu'on obtient le gouvernement responsable en 1848, ils ont gagné finalement. Non, ils n'ont pas gagné, parce que le gouvernement responsable n'a été accordé au Canada uni à ce moment-là qu'à partir du moment où les francophones étaient mis en minorité chez eux. On tend à l'oublier. Il a fallu attendre que les francophones les Canadiens français, soient en minorité dans le régime sorti de l'Union qui avait été théorisée et pensée par Durham, une figure qu'on connaît dans notre histoire. Quand les Canadiens français sont devenus minoritaires,
Là, on a accordé l'union, on a accordé le gouvernement responsable. Qu'est-ce que c'est si c'est pas le signe que, du point de vue des Britanniques eux-mêmes, c'était un conflit national? Je note d'ailleurs que Durham, dans un vocabulaire qui n'est plus le nôtre à l'époque, dit « Je croyais tomber sur un peuple en guerre contre son gouvernement. Je suis tombé dans une lutte entre deux races entre elles. » Le mot race, c'est l'équivalent du mot peuple ou nation pour l'époque, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui quand on nous réécrit les patriotes? Puis j'entends comme ça... Parce que je suis... faut dire qu'on a chacun nos petites exaspérations dans la vie. Moi, ce qui m'exaspère, ce sont ceux qui découvrent un sujet 24 heures plus tôt et qui en parlent de docte manière 24 heures plus tard. On appelle ça très souvent certains chroniqueurs. Or, ce qui m'énerve quand je les entends, c'est que là, ils nous disent « Oh, mais là, les patriotes, c'était pas national, c'était pas identitaire, c'était un mouvement purement républicain, démocratique, libéral. » Là, on a envie de leur dire en instant, faites un cours d'histoire élémentaire pour savoir la place de ce mouvement. Si le gouvernement Landry, au début des années 2000, a reconnu les patriotes, c'est évidemment dans une logique d'affirmation nationale. Ensuite, on peut croire que la fête devenant consensuelle, chacun en a proposé sa définition quelquefois attiédie, mais si on est fidèle à la signification des événements historiques, le combat des patriotes, c'est moins d'un siècle après la conquête. En 1760, 59, les plaines d'Abraham, 60, la chute de Montréal, 63, le traité de Paris, et à partir de là, moins d'un siècle plus tard, 1774, Lac de Québec, on retrouve nos droits à l'existence culturelle. 1791, on reconstitue quelque chose comme une unité politique, une existence politique canadienne-française. Et 1837-38, eh bien, c'est, moins d'un siècle après la conquête, c'est un combat armé pour l'indépendance. Je pense que c'est la moindre des choses de reconnaître au nom de l'honnêteté historique le sens de ce combat. Mais là, on a un beau vélo jaune, là, comme affiche... Hein? Tu sais, comme affiche, là, le plus neutre possible, là, sans saveur, c'est jour férié. Ça va être ça maintenant, Mathieu. Mais là, c'est discriminatoire. C'est discriminatoire pour les vélos de montagne, là. Ah ben t'as tout à fait raison. Non mais je vois dans c'est vélo de montagnophobie, ça m'apparaît tout à fait évident. Mais t'as raison à 100%. C'est-à-dire que moi c'est vraiment ça, c'est le summum de la connerie dans cette histoire, c'est qu'on est passé d'une journée des patriotes célébrée sur le mode canadien à on nous a dit non, vous inquiétez pas, c'était canadien, c'était neutre, sans saveur et désincarné. Ben merci, fallait nous le dire, on se serait pas choqués. Hey, je veux t'entendre sur l'histoire qui touche Mario Pelcha, qui a dû annuler 45 représentations qui étaient prévues sur son vignoble, doit rembourser là, des milliers de billets à des gens qui venaient d'un peu partout pour aller faire justement du tourisme aussi, découvrir les produits, puis passer un bon moment avec un concert. Tout ça en raison d'une décision de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Alors, je vais te la faire courte là-dessus, c'est pas compliqué. Pour moi, c'est un exemple de l'esprit tatillon, bureaucratique, abusif, qui se mêle de tout, qui nous rappelle que notre existence se passerait bien mieux s'il n'y avait pas justement ce système normatif, règlement, qui fait pousser des règlements à l'infini, qui empêche un homme de jouir de sa propriété, qui l'empêche de faire son travail, qui l'empêche de mener l'entreprise qu'il voulait mener. Donc, il y a véritablement quelque chose là-dedans. Je pense que c'est un révélateur de la tendance à la bureaucratite aiguë qu'on a au Québec. J'allais dire au Québec, dans le fait qu'on a dans toutes les sociétés occidentales. Et là, on a un artiste, on a un qui est un entrepreneur aussi, de manière strictement en termes économiques, qui veut faire ses spectacles. Et là, on dit, tu ne peux pas les faire chez toi. Nous savons mieux ce que tu peux faire de ton bien ou non. Moi, je suis pas un fan du mot droite. Je sais que je suis pas fan de la gauche, mais le mot droite me plaît pas nécessairement parce qu'on met trop de choses compliquées qui vont pas ensemble là-dedans. Mais si par droite, on entend de temps en temps le désir de soulager le citoyen d'une pression fiscale abusive et d'une surréglementation de la vie quotidienne, ben sur ce coup, je crois constater que le bon sens est à droite. Merci Mathieu, bon épisode à toi. Bye bye.